Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, mon patriote, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens, C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix citoyennes comme chaque lundi et ils sont là. Aurélie Gros est avec nous, bonsoir Aurélie. Bonsoir. Stéphane Pellet est avec nous. Tout juste Comment ça va arrivé. Stéphane? Bonsoir. Ils sont tout frais, tout beaux. Ah oui. C'est le G500 avec nous tous les lundis. Vous savez qu'on parle bien entendu d'engagement, de citoyenneté et on accueille régulièrement des associations qui changent peut-être à un moment donné notre quotidien. Et je dis peut-être parce que j'ai envie de dire sûrement aussi. Et qui font avec battre le cœur Oh, de c'est notre beau. pays. Cœur sur vous, Oui, cœur sur vous. exactement. Et à partir de 8, les 8, 9 et 10 juin à Marseille, vous pourrez en tout cas les rencontrer et vous pouvez continuer à vous inscrire sur le site internet du G500. Stéphane ou Aurélie? www.sommetcitoyen.fr. Est-ce que vous savez que pour l'ouverture de ce sommet, il y aura les combattantes de la démocratie dans le monde, iraniennes, birmanes, tunisiennes, du Mali, du Burkina, d'Ukraine, qui seront toutes et tous là pour dire Taïwan aussi, pour dire comment c'est difficile dans beaucoup d'autres pays du monde de la condition des femmes et puis aussi les conditions d'exercice de la démocratie quand elle existe, ce qui n'est pas évident. En tout cas, on a hâte d'y être. Allez, au sommaire de cette émission, 40% des policiers seraient en détresse psychologique en France selon la MGP mutuelle des forces de sécurité. 25% des policiers disent avoir eu des pensées suicidaires ou entendu en tout cas des collègues avoir cette attention. L'association Alerte Police en souffrance, dans la limite de ses compétences bien sûr, porte une aide, une écoute et une assistante aux policiers et à leurs familles pour s'exprimer, pour leur donner la possibilité de s'exprimer dans un espace de communication sans être jugé, et c'est important de le dire. Et on en parlera avec Stéphanie Hénard, entre autres brigadier chef de police et secrétaire de l'association, qui sera avec nous dans quelques instants. Rendre les clés de la République aux citoyens. 8 Français sur 10 souhaitent pouvoir contribuer au changement des règles du jeu politique. Julien Roiran, animateur du collectif Les Apérocrates, qui partage de bonnes ondes et des bons plans pour rendre les clés de la République aux citoyens, et au sein duquel on a notamment imaginé les premières démocrateufs, sera avec nous pour exiger joyeusement l'ouverture de ce grand moment reconstituant populaire que le pays attend. Moi, je vous le dis tout de suite, Cécile, apérocrate, démocrateuf, je suis partant. Ça nous étonne pas. Ça tombe bien, vous Quelle n'êtes pas réputation. invité. Allez, bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Personne dans une vie de formation conduisant à un métier n'est formé complètement au contact, au choc que représente le premier bébé mort qu'on doit transporter à l'hôpital, la première femme tuée par son compagnon. C'est très compliqué ce métier-là. Et en tout cas, on est ravis de les accueillir. Ça s'appelle Alerte Police en souffrance. Stéphanie Hénard est avec nous, brigadier chef et police et secrétaire de l'association. Bonjour. Bonsoir. Et une autre Stéphanie, Oui. Philippe. Ah bah oui, c'est à croire que cette Stéphanie, c'est très courant dans la police. Stéphanie Agondokov, brigadier chef et présidente de l'ASSO. Bonsoir. Bonsoir. Aurélie, vous avez eu envie forcément de mettre en lumière cette association nécessaire, surtout Oui, en ce moment. bonjour Stéphanie avec un S, c'est pratique. Au moins quand on demandera à Stéphanie, il y en aura deux qui nous répondront. On aura toujours une réponse. Voilà, ça c'est bien, c'est pratique. Effectivement, en ce moment, on le voit, hein, le contexte est particulièrement anxiogène, des tensions avec le public qui pèsent fortement sur le moral des policiers. Le constat est sans appel. Je pense qu'il suffit d'allumer sa télé, les chaînes de télévision en continu, et c'est difficile pour la population, pour les citoyens, mais aussi pour ceux qui sont sur le terrain. Et difficile pour un peu plus de la moitié des policiers interrogés de concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle aujourd'hui, j'imagine. Alors si vous pouvez nous en dire un peu plus et voilà, nous expliquer
Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Pourquoi vous avez monté cette association? Alors, quels sont vos combats? APS, Alerte Police en Souffrance, a été créé en 2019 suite à la vague de suicides dans nos rangs. Cette année-là, nous avions perdu 58 collègues. Donc il s'est créé un groupe Facebook. Il y a plusieurs associations qui sont montées là. 58, vous avez perdu de suicides. De suicides, tout à fait. Sur le terrain. 58 collègues actifs qui se sont suicidés, effectivement. Il faut savoir que sur ces 58 collègues, on n'a pas vraiment les chiffres de comment ils se sont suicidés, sur quel lieu, mais sur les chiffres de 2021, par exemple, c'était 63% des passages à l'acte avec l'arme de service et 63% du passage à l'acte sur le lieu de travail. Donc on peut se rendre compte qu'effectivement, le passage à l'acte et le suicide dans la police, il peut y avoir des raisons personnelles, mais il y a effectivement également des raisons professionnelles. C'est la concomitance des deux qui fait que tout à fait, c'est ce qu'on appelle le millefeuille. Ouais. En fait, le suicide, c'est toujours un élément A plus B plus C. C'est pas qu'un seul élément. Quand on annonce qu'un suicide a été fait à cause de raisons personnelles, il n'a pas été fait que par des raisons personnelles. Il y a eu une accumulation, soit effectivement le collègue avait des problèmes de vie personnelle, comme on peut tous avoir, et je pense qu'on ne passe pas tous à l'acte. Pour peu qu'il arrive au service, il a des problèmes aussi au service, plus encore des problèmes éventuellement sur le terrain. Il va avoir une accumulation qui va faire qu'à un moment donné, il va tellement être en bas moralement, il ne verra pas de porte de sortie. Et sa seule porte de sortie, en fait, le collègue, il veut pas mourir, le collègue, il veut juste que sa souffrance s'arrête. Ouais. Et pour lui, c'est la seule solution. Alors, on le sait, hein, jusqu'à présent, ils ont été habitués forcément à avoir une certaine réserve, de dire qu'on souffre, c'est difficile de le dire dans la police, de dire qu'on a peur, de dire qu'on est mal à l'aise. D'abord, c'était un problème d'homme à homme et de dire on est dans la police, donc on peut pas ni souffrir ni avoir peur. Et aujourd'hui, ça commence à se démocratiser un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis les attentats, par exemple, où on a commencé à mettre des cellules de psychologie en route, justement pour que ces policiers puissent à un moment donné ouvrir la parole? Oui, je pense que le policier se rend compte petit à petit qu'il n'est pas Superman, qu'il a le droit d'aller mal, qu'il a le droit d'être choqué par ce qu'il voit, notamment au niveau des attentats. Je veux dire, il y a certains collègues qui, encore aujourd'hui, ne sont pas remontés, parce qu'ils ont vu des choses affreuses. Et effectivement, le policier a compris qu'il avait le droit de craquer, qu'il avait le droit d'en parler. Et le policier se retourne souvent plus vers les associations, parce que c'est plus facile pour lui de parler à ses pairs que de parler à un service qui est affilié à la police nationale. Oui, toujours organisé par la police. Voilà, ça. Toujours avec la peur de on va me désarmer. L'arme chez un policier, c'est quelque chose d'important. Au même titre qu'un chauffeur de bus, sans son permis, il n'est plus rien. Un policier a l'impression que sans son arme, il n'est plus rien. Je voudrais vous poser une question. Vous êtes deux femmes. Est-ce que quelque part, un policier homme, et je parle en tant qu'homme, hein, pas en tant que policier, mais en tant qu'homme, c'est pas plus facile de confesser, vous me passerez l'expression, ses faiblesses, ses coups de mou à des femmes qu'à des hommes? Je ne sais pas. Alors non, alors faut savoir une chose, c'est que quand on a monté l'association, s'il n'est pas mis par hasard dans cette association, on a eu un vécu. On n'est pas jeune dans la police, on est depuis 98 et 97 pour Madame Hénard. Donc on a vécu beaucoup de situations traumatisantes. On a vécu des choses personnelles aussi qui ont fait qu'on a créé cette association. Moi, j'ai vécu un divorce pour femme battue sans cette année. J'ai mon compagnon qui a mis fin à un séjour aussi. Il était CRS. Et c'est vrai que quand votre compagnon met fin à un séjour, que vous n'aurez jamais les réponses du pourquoi, vous n'avez pas envie qu'une autre personne subisse ce coup de téléphone, puisque ça a été un coup de téléphone lors de la découverte de mon compagnon. Et on a envie de faire quelque chose. On se dit c'est pas possible, on va pas s'arrêter là, on va nous aussi s'y mettre et on va aider. En fait, c'est juste de tendre la main à son voisin et d'écouter ses collègues un petit peu, d'arrêter l'individualisme. Moi, c'est ce que je demande à tous mes collègues, arrêter l'individualisme, arrêter d'avoir peur de la hiérarchie, parce que la hiérarchie n'est pas forcément mauvaise. On a quand même des fois une hiérarchie qui nous écoute. Les choses sont en train de changer un petit peu là. On sent qu'il y a un petit peu... On commence à faire tout doucement changer les mentalités, mais ça viendra pas du jour au lendemain. Ça mettra du temps. Et vous avez créé des partenariats, c'est-à-dire que vous les aidez, les policiers qui vous contactent ou les policières qui vous contactent, vous les aidez en fin de compte dans toutes les démarches. Dans toutes les démarches. Et toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et j'ai vu que vous aviez créé des partenariats, notamment avec des cabinets d'avocats. Tout à fait. Pour les aider dans ces démarches-là. Des hypnothérapeutes aussi. Et ben, on va
en parler dans quelques instants parce que forcément, il y a un truc qui s'appelle la pub. Je sais, c'est très embêtant. C'est un bon teasing. En tout cas, on va y revenir avec ces avocats, de savoir comment vous travaillez et quels sont pour les policiers qui nous écoutent. On sait qu'on est beaucoup écouté par les forces de l'ordre. En tout cas, 0826 300 300. Vous les témoignez, vous le savez, vous le pouvez. L'antenne vous est ouverte jusqu'à 20h dans les vraies voix citoyennes. À tout de suite. Les vraies voix citoyennes avec effectivement Aurélie Gros, Stéphane Pellet nous présentent chaque semaine des associations qui s'engagent pour nous, citoyens. Et les citoyens dont on va parler aujourd'hui, c'est la police. Et ça s'appelle Alerte Police en souffrance avec des chiffres qui augmentent chaque année sur les suicides des policiers. Et pour en parler, Stéphanie Hénard est avec nous, brigadier chef de police et secrétaire de l'association, accompagnée de Stéphanie Agadonkoff. Voilà, j'ai toujours des problèmes avec les noms. Brigadier chef et présidente de l'association. On revenait il y a quelques instants sur le nombre de policiers qui chaque année se mettent fin à leur jour. Ça augmente d'année en année. Alors 2019, on était sur un chiffre énorme, record on va dire, 58, même si c'est un triste record. 2021, nous étions sur 34 et l'année dernière, nous étions sur 44. À ce jour, nous sommes 5 collègues de parti depuis début 2023. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme, Aurélie, tout à fait. Aurélie, vous reveniez tout à l'heure sur ce partenariat. Oui, sur les partenariats, notamment avec les cabinets d'avocats pour aider ces policiers dans leur démarche du quotidien, parce qu'il y a aussi tout le quotidien. Tout à fait. Donc on a signé déjà un protocole avec la DRCPN, la Direction Centrale de la Police Nationale, en juin 2021. Ils adorent les acronymes, c'est qui nous permet d'avoir un contact privilégié avec cette institution pour régler certains soucis. Des fois, il y a des collègues qui tout simplement n'arrivent pas à obtenir un document pour leur retraite ou des choses comme ça. Donc, on intervient à ce niveau-là. Et on a également aussi un réseau d'avocats. Que le collègue soit en difficulté dans sa vie personnelle ou vis-à-vis de l'institution police, puisque le harcèlement existe encore. Oui, bien sûr. Et effectivement, on a un certain nombre d'avocats qui acceptent de défendre nos collègues face à ce bulldozer que peut être l'institution police. Stéphanie, quand un policier nous entend, par exemple, là, on sait que maintenant l'association existe parce qu'elle a suffisamment été relayée, même s'il faut continuer à relayer. C'est quoi? Ce sont des appels entrants? Ce sont quoi? Alors, ils peuvent nous joindre soit sur notre site Facebook. Oui. Donc ils se mettent sur la page Facebook et on a toujours un correspondant qui va répondre et le prendre en message privé. On a aussi notre adresse mail, comme on a fait faire des flyers avec nos numéros personnels, et en fait on est joignable 7 jours sur 7, 365 jours H24. Et donc vous les prenez en charge à ce moment-là quand ils vous disent moi je suis un peu fébrile, vous les prenez prend en charge psychologiquement, donc on les écoute déjà, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de collègues qui nous appellent parce qu'ils veulent tout simplement être écoutés, vider leur sac, et des fois ça fait du bien sans être jugé. Alors nous, on n'est pas professionnels, on n'est pas psychologue. Donc à ce moment-là, on parle avec eux pour savoir exactement où est le problème. On les aiguille vers des psychologues, des psychiatres ou vers les numéros d'urgence qu'on a avec la police nationale pour qu'ils aient une écoute avec un psychologue ou un psychiatre immédiatement pour qu'ils soient pris en charge. Si vraiment on a une alerte suicide, on fait le 112 ou le 15 immédiatement pour déclencher les services de secours. On va le faire en dernier recours parce qu'on sait qu'au moment où on va déclencher les services de secours, on peut rompre le dialogue avec ce collègue. D'accord. Mais oui, allez-y, sinon j'ai une question. Vous aviez il y a quelques minutes parlé du harcèlement. Est-ce que par exemple, si un collègue vous dit voilà, j'ai tel supérieur hiérarchique qui me harcèle, vous n'êtes pas un syndicat, vous êtes une association, est-ce que vous pouvez prévenir la hiérarchie qu'il y a un problème de comportement dans la hiérarchie, parce que c'est peut-être pas toujours facile dans la police? Alors, il faut savoir le harcèlement hiérarchique. Il y a le harcèlement hiérarchique par rapport à la haute hiérarchie, mais le harcèlement peut venir de votre propre collègue du même grade. Le harcèlement n'est pas forcément hiérarchique. Non. On a des collègues qui sont harcelés par des personnes du même grade. Mais même parfois du grade au-dessous. Et même parfois du grade au-dessous, effectivement. Alors ça peut être aussi pour un problème malheureusement de sexe, où une fille va être attaquée parce que c'est une femme. D'accord. Des fois, ça passe pas encore puisqu'il y a des problèmes de grossesse et que certains hommes, vont pas trop apprécier la collègue qui est enceinte et qui sera aménagée. À ce moment-là, on prend la collègue en charge immédiatement. On l'écoute, on note, enfin, on prend tous nos petits renseignements. On avise si la collègue accepte. On avise la DRCPN. On avise la DRCPN que si le collègue est d'accord. Donc on la DRCPN, jamais les dossiers. C'est la direction centrale de la police nationale. C'est ça.
Et à partir de là, effectivement, on peut appeler la hiérarchie et aviser qu'il y a un problème, ou prendre même à tâche rendez-vous, et on se déplace directement au commissariat. Voilà. Qu'est-ce qu'il advient finalement, le parcours on le suit jusqu'à quand C'est-à-dire que vous le prenez en charge, ça peut durer. Certains collègues, on les suit depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et c'est des collègues qu'on ne pourra pas lâcher. Qui ont besoin de cette carte postale. Voilà, nous c'est le système de la carte postale, c'est tu comptes pour quelqu'un, tu comptes pour nous, on pense à toi et on cette garde, branche on à laquelle se raccrocher. Voilà, on maintient ce contact permanent. Il y a certains collègues qu'on a aidés et avec qui on n'a plus de contact à part une photo qui nous envoie pour nous dire tout va bien, etc. Et il y a des collègues, on sait qu'on les aura pour de nombreuses années. Mais est-ce que vous êtes obligé de, enfin, est-ce que c'est de l'anonymat? Vous êtes obligé d'en tenir informé, en tout cas Non. La hiérarchie? Non. On a voulu dans le protocole, justement, on a fait reprendre le protocole pour ça, c'est que on nous donnait un petit peu l'obligation de donner les noms des collègues, et c'est hors de question. Si le collègue ne désire pas que la haute hiérarchie soit informée, on ne le fait pas. Il n'y a aucune traçabilité. Et en ce moment, quand même, on sent qu'il y a une forte tension avec le public, mais pas qu'avec les policiers. On parlera de l'ensemble des institutions qui sont un peu mises à mal et qui sont mal considérées par l'ensemble des citoyens. Et vous avez senti que aujourd'hui les demandes étaient beaucoup plus importantes en soutien psychologique. Oui. Parce les collègues, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Que les policiers sont des citoyens. Il y a des fonctionnaires de police qui aujourd'hui font des vacations de 16h, 20h parce qu'on les a mis sur un point, qui n'ont pas une bouteille d'eau, qui n'ont pas un sandwich, qui n'ont pas une pause pour aller faire ses besoins. Alors, vous êtes un homme, c'est peut-être un peu plus facile, vous faites pipi au milieu de vos collègues. Vous êtes une femme, c'est un peu plus compliqué. Et les femmes sont aussi sur la voie publique et sont aussi dans le maintien de l'ordre. Il y a aussi le souci de collègues qui sont sortis des bureaux, mais au même titre que les gilets jaunes, qui ne sont pas forcément formés au maintien de l'ordre et qui ne sont pas équipés pour le maintien de l'ordre. Et tout ça, effectivement, fait que nous avons beaucoup de collègues en souffrance. Et il ne faut pas croire que les collègues sont contents d'être dehors face à tout ce public, puisque la plupart des collègues ne sont pas forcément pour cette réforme également. On a vu beaucoup de combats de rue, ne serait-ce pas à Sainte-Soline, c'était pas la police, c'était la gendarmerie, mais dans Paris ou dans les villes suite aux manifs. C'est vrai que vos collègues sont tabous. Est-ce que vous avez une recrudescence des appels par vos collègues, CRS notamment, qui sont épuisés? Oui, ils sont épuisés. Nos collègues sont épuisés. Ils n'en peuvent plus. Les gilets jaunes, ils ont été sollicités sur beaucoup de choses, et à l'heure actuelle, le week-end, sur les 5 derniers suicides, donc sur les 5 suicides que nous avons eu en 2023, si je ne me trompe pas, nous avons 3 CRS. Oui, 3 CRS. Voilà. Ce sont des services qui sont sollicités depuis plusieurs années. Et qui n'en peuvent plus. Comment on peut vous aider? Est-ce que en faisant des dons, est-ce qu'il y a quelque chose pour vous soutenir? Nous allons intervenir dans les écoles, dans le parcours et la formation des gardiens de la paix. Et effectivement, à titre préventif. À titre préventif, tout à fait, dans les risques psychosociaux, tout simplement pour expliquer aux collègues qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont le droit de pas aller bien, qu'ils ont le droit de poser des questions et qu'ils ont le droit de dire comment je peux réagir parce que là je ne suis pas bien. Donc on va au plus près de nos collègues, vu qu'on va voir les élèves gardiens de la paix, et tout cela c'est un coût de transport, un coût de déplacement, et effectivement il y a une cotisation qui est à 10 € par an, et nous avons quelques personnes qui nous suivent et qui nous font des dons, et ces dons nous permettent de nous déplacer dans les écoles, mais pas que, nous permettent également de parfois faire une aide ponctuelle à des collègues qui sont financièrement, qui ne peuvent plus se nourrir, ou des collègues, nous avons des collègues qui nous contactent qui sont encore dans leur voiture. Oui, c'est important de le dire. Les collègues qui dorment à la rue, ils n'ont pas de logement, ils se cachent, ils dorment dans les garages des commissariats, ils dorment dans leur voiture, et ils ont tellement honte en 2023 qu'ils osent même pas parler en expliquant que ils sont à la rue, et tous les matins ils se cachent pour prendre leur service. Oui, c'est important de parler aussi de la réalité des policiers, qui restent des citoyens comme les autres, avec des budgets qui sont parfois assez fragiles, et c'est vrai que le métier n'y aide pas. En tout cas, si vous voulez bien entendu les aider, ça s'appelle Alerte Police
police en souffrance, même 1 euro, même 5 euros, quel que soit ce que vous ayez la possibilité de donner. En tout cas, si vous avez envie de les aider, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, bien entendu, on reste en contact, hein, si on peut vous aider dans un instant. Elle le disait il y a quelques instants, Aurélie Gros. Il n'y a pas que la police nationale qui est bousculée. Forcément, la démocratie, les institutions. On va en parler tout ça. Est-ce qu'on peut effectivement, est-ce que les citoyens peuvent reprendre le contrôle? On va en parler dans un instant. C'est les vraies voix citoyennes. On en parlera avec Stéphane Pellet dans un instant. Restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Ils sont là, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Merci en tout cas chaque semaine de venir avec toutes ces associations. On le dit à chaque fois, mais c'est important. Le G500, vous savez, ce sont toutes ces associations qui s'engagent sur le terrain. On le dira jamais suffisamment assez. Et on va parler de cette belle association. Une façon de rendre les clés de la République aux citoyens, c'est les apérocrates. Julien Roiran est avec nous, animateur du collectif qui partage de bonnes ondes et de bons plans pour rendre justement les clés de cette République aux citoyens. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et c'est présenté par Stéphane Pellet. Bonsoir Julien, on est donc tous particulièrement ravis, au-delà du nom évocateur, en effet les apérocrates, les teufs démocratiques, etc. Vous avez quand même le sens de la formule, mais au-delà de ça, vous êtes un citoyen engagé, vous avez créé Agora Lab, c'est ça? Et vous allez nous raconter toute cette aventure, mais en tous les cas, il faut bien le dire qu'elle arrive dans un contexte très particulier. Comme le disaient Cécile et Philippe tout à l'heure, la démocratie en ce moment est un petit peu secouée. Vous avez bon espoir qu'il en sorte quelque chose. Racontez-nous votre aventure. Je suis venu un peu en petite marchande d'espoir démocratique aujourd'hui, avec un sondage et avec des idées rigolotes. Je vais peut-être vous donner juste un chiffre, le chiffre pas cool, et ensuite, si jamais je donne des mauvais chiffres, vous me le dites. Bon, le premier, c'est 2/3 des Français qui trouvent que la démocratie fonctionne mal. Ça, c'est le dernier sondage Cevipof de la confiance en politique, et qui montre qu'on est redescendu en termes de confiance dans nos institutions au niveau historique le plus bas, celui de juste avant les Gilets jaunes. Bon, voilà, j'ai fini, là, je pose le cadre. Et par contre, j'ai commandé un autre sondage aussi à Opinionway, avec Démocratie Ouverte, que je représente ici aujourd'hui aussi, mais aussi avec Mieux Voter, qui, vous le disiez Philippe, donne ce chiffre de 82% des Français qui veulent être associés au changement des règles du jeu politique. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle, et d'ailleurs, on le voit dans les Pourquoi manifs. Ça a changé beaucoup? Le 82%, c'était pas ça avant? Ce chiffre-là n'existait pas, parce qu'en fait, on entend généralement chez les éditorialistes, d'après les politiques, la réforme des institutions, ça n'intéresse pas les gens. Et en réalité, c'est faux. Oui, c'est un sujet technique, c'est un sujet complexe, mais c'est un sujet que les politiques et les politistes s'approprient en disant non, c'est trop compliqué, n'allons pas en discuter avec les citoyens. Ils comprendront rien. On comprend rien. Il faut bien dire, Julien et Cécile, que ce chiffre, on peut quand même le rapprocher d'un autre, c'est celui simplement de la participation, parce qu'en effet, c'est ça qui est extraordinaire, je crois. C'est qu'on a d'un côté des gens qui voteraient de moins en moins, malheureusement, et les élections notamment locales, on a à peine 50% de participation, mais par contre, 82% des gens qui voudraient être associés au changement. Alors, comment on fait? C'est les jeunes qui votent le moins, par exemple, aux dernières régionales. C'était 13% des jeunes qui sont allés voter. Et là, les jeunes, ils sont encore au-dessus, c'est-à-dire c'est 88% des jeunes qui considèrent que c'est important. Et c'est transpartisan. Par exemple, là où on a le plus gros taux d'accord, c'est chez Europe Écologie Les Verts, 95%. Ils savent donc que les sujets de transition écologique, ils ne se régleront que par la question démocratique. Comment on fait? On a un plan très simple, la démocratie ouverte, ça s'appelle les États généraux de la démocratie. Ça fait des années, ça fait 4 ans, enfin depuis le grand débat, depuis les Gilets jaunes, qu'on dit au président de la République, j'allais dire vous n'allez pas vous en sortir comme ça avec votre... Vous avez peut-être un degré d'intimité qu'on ne connaît pas. Non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça avec le grand débat, et à choisir ensuite ce qui vous intéresse. Il faut une convention citoyenne, et on avait déjà proposé à l'époque une convention citoyenne sur le climat, une convention citoyenne sur la justice fiscale et une convention citoyenne sur les institutions, sur la démocratie. C'est ça le sujet aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi, et ça c'est l'historien qui parle, vous savez pourquoi en fait il n'est pas d'accord? Parce que comment ça s'est terminé les États généraux?
On a coupé la tête du roi. D'accord, mais on est en monarchie républicaine, on le découvre de plus en plus. Attention. Mais est-ce que les conventions citoyennes, quelque part, c'est pas un peu, vous me passerez l'expression, je vais citer quelqu'un, la poudre de perlimpinpin, parce que on est une démocratie représentative et donc c'est les représentants du peuple qui doivent faire les lois et pas 150 personnes tirées au sort au bout d'un bar. Qu'est-ce qui a marqué dans la Constitution, qu'est-ce qui a marqué dans la Déclaration des droits de l'homme? Le peuple contribue personnellement ou à travers ses représentants. Alors, et qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui dans la Ve République? On élit une fois tous les 5 ans un président de la République qui le reste du temps décidera tout à votre place. Non, la démocratie, c'est pas juste remettre son pouvoir à des élus à un moment donné. La démocratie, c'est aussi d'autres approches. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour revenir à votre pic sur la convention citoyenne. C'est le principe, parlons vrai. Parlons vrai. Une convention citoyenne, c'est juste un moment de délibération. Et là, typiquement, ce qu'il nous faudrait dans ce plan en 3 étapes, c'est d'abord un grand débat, mais un vrai grand débat. Oui, pas qui finissent dans les archives départementales. Exactement, pas celui-là, rendez les doléances. Pour caler les meubles. Donc un vrai débat partout, dans les villes, dans les villages, avec de plateformes, que toute cette matière remonte à un moment, à un deuxième temps, qui est celui de la délibération. Et c'est là que la Convention citoyenne est utile, pour mettre autour de la table des gens qui sont pas d'accord et qui vont donc croiser leur point de vue. On n'essaye pas d'être ultra représentatif de toute la société, mais on cherche à représenter la diversité des points de vue pour que, en écoutant les experts, en ayant des débats contradictoires entre eux, ils formulent des propositions. Et la 3e étape indispensable, c'est le lien à la décision. Le problème avec la Convention citoyenne sur le climat, c'est que vous vous rappelez, le président dit sans filtre. Sans filtre, ça veut dire soit référendum, soit passage au Parlement, soit application directe. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les mesures de la Convention citoyenne ont été méticuleusement détricotées par des lobbies avant d'être quelques-unes proposées au Parlement. Donc la question, et sur ce sujet, il faut, selon nous, aller au référendum, et mieux que ça, il faut aller au préférendum. Et le préférendum, c'est quoi le préférendum? C'est pas le référendum qui est décidé par le préfet, rassurez-vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du jugement majoritaire? En fait, quand on élit nos représentants, c'est au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Ça veut dire qu'on met un bulletin pour une personne au premier tour. Là, on dit, on élimine, on choisit, et après on élimine. Sauf que ça a plein de vices. Par exemple, vous avez entendu quel est le pourcentage de ceux qui disent avoir voté pour le président de la République pour éviter l'autre camp. Ouais. Ce vote-là, par opposition, ça n'est pas un vote d'adhésion. Bon, oui, mais c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous proposez quoi en fait? Eh bien, voilà, merci. J'avais eu l'idée revenir 61 ans en arrière et ne plus élire le président de la République au suffrage universel direct. Non, un des aspects, c'est de ne pas forcément voter oui ou non, noir ou blanc, X ou Y, mais d'évaluer l'ensemble des candidats ou l'ensemble des positions dans une élection. Et c'est comme ça que ça avait fonctionné, par exemple, à la primaire populaire. Pas trop bien dans les souvenirs de beaucoup de gens, mais en tout cas, c'est un vote. Ouais, forcément l'exemple. J'aurais peut-être pas dû prendre l'exemple de la primaire. Non, c'était pas top. Je pense qu'il faut pas. De toute façon, il ne faut pas s'arc-bouter sur des aspects techniques. Mais qu'est-ce que vous répondez? Peut-être c'est par ça qu'on va finir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent attention, petit à petit, comme ça, par tous ces systèmes-là, vous avez délégitimé les pouvoirs. Et puis, en ce moment, on est en train de vivre justement une période très très difficile de ce point de vue-là. Le pouvoir lui-même vacille. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'en pense que le pouvoir vacille parce que le pouvoir, c'est coupé du citoyen. Et que notre enjeu, l'enjeu qui est révélé par ce sondage, l'enjeu qui est révélé par les jeunes qui viennent en nombre, désormais dans les cortèges, réclamer plus de participation. 82% des gens veulent être associés à la réforme des institutions. Prenons ce temps d'invention, d'ouverture d'un grand moment reconstituant populaire. C'est le G500, c'est le G500. Mais on a l'impression... Non, mais je vous en prie, on a l'impression que tout le monde veut du changement et quand ça change, c'est chiant en fait. On a l'impression que le changement, on est très motivé et que quand il faut que les choses changent, on s'arc-boute un petit peu en disant on fera la prochaine fois. Bon, tiens, justement, ces îles, c'était plus le changement c'est maintenant, c'est le changement c'est bien chiant. Le changement c'est chiant. Mais oui, mais il va y avoir plein de changements qui doivent venir, notamment sur les questions de la transition écologique. Ouais. Si on ne le décide pas
ensemble, comment on y va? Sur les questions de justice fiscale et de justice sociale, si les citoyens ne reprennent pas ces sujets-là en main, comment on y va? Avec le degré de confiance dans les institutions qu'on a. En fait, c'est une porte de sortie, et c'est une porte de sortie par le haut, c'est un grand espoir. C'est en France qu'on a inventé. Une ouverture aussi, on reste ensemble dans un instant. Tout à l'heure. Dans un instant, vous restez. Oui, pardon, je m'emporte. Allez, vous restez. Non, mais c'est passionnant. On va faire un référendum, là. Pub ou pas de pub? De toute façon, on est obligé. Voilà, c'est comme la démocratie. Allez, à tout de suite. On revient dans un instant. Et on est avec Julien Roiran qui a inventé plein de choses très sympathiques. Tiens, la démocrateuf, l'apéro aussi, c'est vraiment la fête. Expliquez-nous tout, Stéphane Pellet. Je ne serais pas aussi complet et talentueux que Julien Roiran. Vous avez vu qu'il a pratiquement un slogan par action qu'il veut monter. En tous les cas, il se bat, lui, donc tous les gens d'Agora Lab, c'est ça exactement, autour de toute une série d'innovations démocratiques pour essayer de rendre progressivement le pouvoir au peuple. Parce que comme il l'a dit, la démocratie, la République, c'est fondé autour des deux pouvoirs. Le peuple, par le peuple lui-même, et bien sûr le peuple aussi par ses représentants. Et ce qu'on disait, Julien, c'était que, attention peut-être, dans ce climat actuel, de ne pas délégitimer à ce point-là le pouvoir. Et vous nous vantiez les mérites, notamment des conventions citoyennes, du nombre de citoyens tirés au sort, voire même du référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que vous pensez que finalement c'est grâce à ces systèmes-là qu'on va rendre confiance dans le vote, notamment? Grâce au RIC? Grâce au RIC, par exemple. Mais en fait, c'est le fait de croire et de continuer à faire croire que la démocratie, c'est juste mettre son bulletin dans une urne pour un gars à un moment donné. Ou une fille. Ça en fait partie. Ou une fille. Là, en l'occurrence, c'est souvent des gars... je vous rappelle qu'elle vote depuis 1945. C'est récent. Un gus ou une femme. Et on oublie volontairement tout un tas d'autres dimensions. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils réclamaient au bout de quelques actes de leurs revendications? Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, de la démocratie directe. Pourquoi est-ce qu'on viendrait pas injecter une dose de démocratie directe dans notre système représentatif à bout de souffle? Par exemple. Et il y a plein de sortes de RIC. Ça veut dire que sur plein de questions, assez régulièrement, que tous les mois, je crois que c'est ça, à peu près, tous les mois, on a un référendum sur une grande question qui concerne le pays. Alors c'est pas forcément tous les mois. En Suisse, ils en ont beaucoup parce qu'il y en a aussi au niveau local, mais c'est plutôt deux fois par an des questions qui sont regroupées. Mais ça, c'est juste un des aspects, la démocratie directe. Ensuite, il y a la question des modes de scrutin. Je commençais à m'embourber tout à l'heure à vous parler de jugement majoritaire, mais proportionnel, reconnaissance du vote blanc, tout ça, c'est des sujets qu'il faudrait mettre sur la table. Et puis il y a un troisième aspect qui me tient à cœur, pas à peur, c'est la démocratie délibérative. Et c'est la question du tirage au sort. Pourquoi est-ce que nos représentants seraient forcément des gens riches qui ont les moyens culturels de se faire élire? Et pourquoi on ne considérerait pas que sur certains sujets, des sujets complexes, on pourrait être aussi représenté par des gens comme nous, qui viennent accéder au savoir, qui rencontrent des gens qui portent des propositions et qui formulent des propositions. Et je dis pas que des citoyens tirés au sort doivent décider, mais je dis que des citoyens tirés au sort peuvent formuler des propositions, on l'a vu sur la Convention citoyenne pour le climat, qui vont bien au-delà de ce que les politiques peuvent porter. Et une fois qu'on a fait ça, on revient soit à la représentation par le Parlement, soit au peuple à travers le référendum. Julien Roiran, pour être un tout petit peu moins sérieux que vous, vous avez... Et il nous reste 1 minute 30. Voilà. Okay. Dites-nous un mot de la démocrateuf à laquelle vous tenez vraiment, parce que finalement, vous avez raison, il faut attirer les gens petit à petit vers toutes ces formes-là. Il faut aussi leur rendre la confiance dans le système et le système par eux-mêmes. J'y vais très vite. Ce moment reconstituant populaire que j'appelle de mes voeux et que les citoyens réclament, visiblement, il peut être festif, il peut être joyeux. On n'est pas condamné à balancer des pavés dans la gueule des flics. On n'est pas condamné à se prendre des coups de matraque. Vivons ce temps de manière joyeuse. Projetons-nous ensemble dans une démocratie du 21e siècle à la hauteur des défis avec des citoyens dedans. Ce moment est joyeux. Faisons la fête. Prenons les places, les bars, les parcs. Écoutons de la musique. Amusons-nous ensemble. Prenons du plaisir à réinventer la démocratie. Et à Marseille, venons discuter de tout ça.
Oui, et peut-être on pourra faire une démocrateuf. Voilà, c'est ce que je vous ai proposé hier, la démocrateuf à Marseille, le 8, 9, 10 juin avec Cécile de Ménibus. Voilà, c'est ça. Et Philippe David, évidemment. Je veux que je t'ai exclu de la démocrateuf. Alors non, mais il y a un apéro, Philippe. En avant, moi, Philippe. En tout cas, l'un ne va pas sans l'autre, vous le savez, Philippe. C'est clair. Voilà. Ah bah oui. Vous savez. Oui, mais quand même Griezmann et Mbappé. Vous savez qu'on est un peu frères et sœurs siamois. Absolument. Merci beaucoup Julien Roiran d'avoir été avec nous, fondateur d'Agora Lab. Et on voulait exceptionnellement ouvrir notre micro à quelqu'un pour un témoignage assez exceptionnel sur une maladie qui s'appelle la SLA, c'est la sclérose latérale amyotrophique, dite la maladie de Charcot, qui affecte aujourd'hui entre 5000 et 7000 patients en France. C'est une maladie très rare, mais c'est la plus étendue des maladies rares. Et pour en parler, Mika est avec nous. Mika, bonsoir. Bonsoir Mika. Bonsoir. Mika, vous avez fait appel à Sud Radio parce que vous vouliez témoigner de cette maladie. Vous êtes atteint de cette maladie depuis 3 ans, Mika. Oui, tout à fait. Ça fait maintenant 3 ans. Et j'aimerais vraiment expliquer, témoigner aujourd'hui l'impact que peut avoir cette maladie sur la personne malade, mais aussi sur son entourage. Je vais juste revenir sur votre situation, Mika. Vous avez été effectivement, vous avez cette maladie détectée il y a 3 ans. Vous avez une petite fille et vous dites que vous êtes dans une période où vous avez encore la possibilité de parler. C'est peut-être la possibilité de parler on ne sait pas combien de temps ça va durer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et c'est votre occasion justement de partager votre quotidien, qui est un quotidien assez compliqué et assez compliqué pour votre famille. Exactement. Comme je le dis, tant qu'il me reste la parole, je veux l'utiliser pour parler de ça et le faire connaître au maximum de monde. Parce que ça reste quand même une maladie très méconnue. Mika, oui, je crois que Aurélie Gros veut vous parler. Bonjour Mika, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est bien d'alerter aussi les pouvoirs publics sur le fait qu'il faut accélérer la recherche sur cette maladie, puisqu'il existe des traitements dans d'autres pays qui sont ouverts aux États-Unis par exemple et qui n'existent pas en France. Exactement, il y a des médicaments qui permettent de faire ralentir cette maladie et malheureusement ça met énormément de temps à arriver en France, en Europe, alors que justement le temps, c'est ce qu'on n'a pas. Oui, le temps est compté. Je voulais juste, Mika, si vous permettez, parler de cette association. Ça s'appelle larsla.org, qui ne vit et qui dépend de 80% des dons, justement pour faire avancer cette recherche. Donc, voilà, vous avez la possibilité de faire des dons. Hein, c'est comme tout à l'heure, même 1 euro, 2 euros pour faire avancer cette recherche. Pardon, Philippe. Oui, Mika, vous avez en plus, il y a vraiment une double ou triple peine. Vous êtes dans une situation difficile car la maladie demande des gros frais en aide technique, en aménagement de domicile. Il n'y a pas d'aide pour aider les malades de cette maladie, pour aménager leur chez-soi? Il y a des aides, mais encore une fois, les temps de traitement de dossiers sont assez longs et notre maladie évolue très rapidement. Et du coup, on se retrouve bien souvent à être obligé d'avancer tous ces frais. Et quand on a perdu son travail, que notre femme a également quitté son travail pour s'occuper de nous, ça devient très très compliqué. Absolument, absolument. Je rappelle quand même, comme la maladie de Charcot, vous perdez forcément mobilité, vous perdez la possibilité de manger, de la parole, et on parle assez peu des aidants et de l'importance des aidants et de prendre soin des aidants au chevet des personnes malades. Mika, vous vouliez dire un dernier mot, je crois.
je voudrais vraiment que tout le monde comprenne l'impact que ça peut avoir donc sur l'entourage. Moi, il faut savoir que j'avais tout avant ça. J'avais une entreprise, j'avais une famille aidante, aimante, pardon. Et tout me résistait. Et du jour au lendemain, ça peut vraiment tout basculer. Ça peut toucher absolument tout le monde. Même les jeunes. On a tendance à croire que ça touche... Ça touche les autres, c'est ça que vous voulez dire, ça touche les autres, mais ça effectivement peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Et c'est une maladie qui arrive en moyenne aux alentours de 50 ou 65 ans. Mika, merci en tout cas de nous avoir offert ce témoignage extrêmement émouvant. Tout notre soutien. Merci. Oui. Merci beaucoup Mika, vous savez que l'antenne vous êtes ouverte bien sûr. Vous avez bien entendu nos numéros de téléphone. Et si on avec peut Philippe vous aider David avec le G500 citoyen, avec des associations d'aide aux malades, etc. N'hésitez pas, on sera à vos côtés avec le G500 citoyen. Le nom citoyen. de l'association peut-être. Oui, c'est la ARSLA, en fait c'est la maladie de Charcot qui est la sclérose latérale amyotrophique, dite maladie de Charcot. Merci mille fois Mika d'avoir eu le courage en tout cas de vous adresser à nous en direct sur Sud Radio. Merci aux associations d'être venues ce soir. Pardon, c'est difficile. Aux associations qui sont venues avec nous, merci beaucoup à vous. Beaucoup d'émotions, on est vraiment de tout cœur avec vous, Mika. On va faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Allez, tout de suite, ça va être plus gai. Notre ami Yvan Cujous dans le Loft Music reçoit Thibaut Covin et Jean-Baptiste Bullet. Et tout de suite, on parle de votre argent avec Stéphane Moller, conseil de famille. Salut, à demain. 17h.